Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans le voyage de Léa, le podcast qui vous emmène dans une exploration hors du commun. Une seule destination, ce que vous êtes au cœur de vos cellules. Je m'appelle Erin, je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores et je suis la tour opératrice de ce voyage, un peu spécial. Léa est maman et entrepreneuse. Elle a entrepris cette plongée au cœur de l'incarnation. Et avec les baumes sonores, elle a décidé d'aller plus loin, en explorant sa propre matière vibratoire à travers son corps physique. Dans cet épisode, nous abordons la 8e étape de ce voyage. Léa nous raconte sa traversée intérieure avec 2 baumes sonores, le baume numéro 16 dédié à l'intestin et le baume numéro 2 dédié au sacrum. Vous êtes les bienvenus à bord. Pensez à vous abonner et à partager ce podcast. Bonjour Léa. Bonjour Erin. Aujourd'hui, nous abordons une étape majeure de ce voyage. Et je dois dire que je suis vraiment émerveillée de voir à quel point chaque étape annonce la suivante de façon très subtile, mais aussi très chirurgicale. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais, si tu veux bien, resituer un peu le contexte. Dans l'épisode précédent, il était question de liquider le passé, définitivement, pour que tu puisses accueillir le présent et quelque chose de totalement nouveau dans ta vie. C'est comme ça que le baume intestin était apparu pour t'aider justement à lâcher prise et à faire ce saut dans le vide. Donc, au moment où toi, tu commences les écoutes du baume intestin, tu es très accaparé par ton activité professionnelle avec une fatigue qui s'accumule. Et c'est pourquoi, à ce moment-là, je t'ai suggéré de faire une pause. D'abord pour que tu puisses te reposer et que tu puisses te concentrer sur tes activités du moment. Alors, naturellement, nous allons revenir ensemble sur ton expérience avec le baume intestin, mais sans trop nous attarder pour pouvoir aborder la suite, c'est-à-dire le moment où ce voyage a pris un virage totalement inattendu et nous a orientés vers le baume sacrum. Mais dans un premier temps, Léa, que s'est-il passé pour toi avec le baume intestin ? Alors avec le baume intestin, ce dont je me rappelle le plus, ce sont beaucoup de rêves qui mettaient en scène des situations liées à la culpabilité, à la honte et au dégoût. C'était quasiment des fables de La Fontaine. Il y avait des humains, des animaux qui se comportaient comme des humains. Il y avait des histoires d'abattoirs, des histoires d'adultère où j'étais coupable de certaines choses. Donc, alors, j'étais pas forcément affectée outre mesure par ces rêves, mais je sentais que ça brassait des choses que mon conscient et que mon inconscient en fait mettaient en scène sous forme d'histoire pour les évacuer sans que ça soit trop inconfortable. Voilà. Et ce qui était très intéressant dans la matière, c'est que pendant cette pause, j'ai été amenée à reconnecter avec quelque chose qui me fait énormément plaisir, qui est la danse latine. Il y a eu, comme un parfait alignement des astres, une soirée de salsa avec un groupe cubain en live et je suis allée avec ma maman danser à cette soirée. Ça m'a fait un bien fou, comme si c'était une fenêtre, tu vois, qui s'était ouverte et j'avais pu non seulement me reposer, mais me nourrir aussi de quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Et ce rapport à la musique s'exprime aussi par le fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant et je m'éclate. Je fais vibrer mon corps. Il y a plein de choses qui évoluent d'un cours à l'autre, d'une semaine à l'autre. Je sens que ma voix se dépose, elle descend, elle s'ouvre. Enfin bref, c'est un vrai plaisir. Donc il y a eu ça qui était, on va dire, concomitant avec le baume intestin. Ça ressemble bien à une descente dans le corps. N'est-ce pas ? Un plus grand ancrage dans le corps avec la joie aussi de faire vibrer son corps. Et ce qui est intéressant dans les rêves que tu évoquais, c'est que à travers ces figures animales, on touche quelque chose de très animal aussi dans l'énergie. Tu vois, c'est-à-dire quelque chose d'inconscient qui touche à cette énergie animale primordiale. On va en reparler. Maintenant, si tu veux bien, on va aborder le point de bascule. Il se trouve que, au fil des épisodes, on démonte pièce par pièce toutes les constructions de l'ego, qui sont inscrites à différents niveaux. Et à chaque étape, on contacte de nouveaux espaces et des couches de plus en plus profondes, mais aussi de plus en plus inconscientes, naturellement, ça va avec. Ce que je vais dire aujourd'hui n'invalide aucunement tout ce qui a été dit jusqu'ici. C'est juste que, à ce moment-là de l'histoire et de ton voyage, on a contacté une couche extrêmement profonde de ton être et une mémoire archaïque qui est antérieure à l'histoire de Léa.
Alors, au fil des épisodes, j'avais pu observer cette présence quasi obsessionnelle de ton père dans tout ce voyage et dans ton histoire. Cette figure paternelle qui est là un peu comme une présence silencieuse, mais aussi une ombre sur le mur. Je m'étais faite la réflexion en me disant, bon, le nœud est quand même assez costaud et donc ça va demander un temps. Et puis, dans le cadre de cette pause, tu m'avais dit, je pense qu'il faut refaire une semaine avec le baume intestin parce que j'ai pas tout lâché. Tout n'a pas été liquidé. Et c'est là que s'est inscrit ce point de bascule et vous allez voir à quel point cette pause était nécessaire. Donc, le processus de transformation s'inscrit à différents niveaux. Tout d'abord, il s'inscrit à travers nos échanges. Ensuite, durant la semaine d'écoute du baume qui a été identifiée. Et puis aussi, pendant l'enregistrement des épisodes où les constructions sont mises en lumière. Mais aussi, et ça c'est peut-être moins visible pour toi comme pour nos auditeurs, le processus s'inscrit également lors du montage de l'épisode, où là je suis en mode écoute et dans un tout autre niveau de réceptivité. Et bien souvent, dans cette phase particulière, je perçois de nouvelles informations que je te transmets quand c'est important. Durant cette pause, de mon côté, je finalisais le montage de l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 7, et j'écoutais et réécoutais ce qui était dit dans cet épisode, et c'est comme si, à travers les mots que tu utilisais, Léa, les informations subtiles se frayaient un chemin à travers ton inconscient et me faisaient littéralement de gros appels de phare. C'est comme s'il fallait que je réalise moi-même, à ce moment-là, ce que toi, tu n'étais pas encore en mesure de conscientiser. Donc, forcément, je réalise ça et je vais vous expliquer un peu plus en détail de quoi il s'agit, mais je me suis dit, c'est pas possible, c'est gros comme le nez au milieu de la figure. Je savais qu'il fallait que je t'en parle, mais j'ai laissé poser. Je me souviens, c'était un samedi. Et dans la nuit de samedi à dimanche, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. C'est-à-dire que ce que j'avais perçu dans la journée du samedi, tout s'est concrétisé et descendu, mais en masse, dans la nuit qui a suivi. Je recevais une quantité d'informations folles qui permettaient de voir les pièces du puzzle s'assembler et me donner accès à une plus grande image. Et quand je dis la grande image, c'est une image qui t'inclut toi, Léa, mais aussi l'homme avec qui tu partages ta vie, Stéphane, mais aussi ton père, les compagnes de ton père, et aussi ta mère. C'était très, très, très intense. C'était intenable pour moi. J'avais juste une envie, c'est de me vider la tête qui commençait à imploser. Donc, au milieu de la nuit, je t'ai envoyé un mail en te disant, faut absolument que je te parle. Et dans l'idéal, il faudrait que je te transmette ces informations, mais aussi à Stéphane. Et tu m'as dit, OK, il n'y a pas de souci. Alors, arrive cette fameuse journée du dimanche. Avec le décalage horaire, il a fallu que je patiente encore un petit peu avant de vous parler. Et donc, je vais vous donner, alors toi Léa, tu les as déjà reçues ces informations, mais pour l'intérêt de cette instruction vibratoire qui est véhiculée à travers ce voyage, c'est important que je donne toutes les clés. Pour ça, il m'a fallu noter des passages de l'épisode précédent que je vais vous lire, en insistant et en mettant des accents. Alors, premier extrait, je te cite Léa. J'ai aussi fait l'expérience de l'écoute du baume sur le ventre et c'était très intéressant parce que ça m'a mis dans une position nouvelle par rapport à ce contact à moi-même et je sentais vraiment la vibration pénétrer mon corps depuis le bas pour le traverser là où il n'a pas souvent été traversé. Deuxième extrait. On travaille beaucoup sur cette blessure originelle et mon père m'habite énormément. Je pense beaucoup à lui. Et mon père est photographe, donc j'ai eu des appareils photo dans les mains depuis toute jeune. J'ai toujours voulu lui faire plaisir. Troisième extrait au sujet d'un rêve. J'avais un énorme appareil photo avec un téléobjectif, un truc mastoc, et mon père me sommait de prendre des photos et je lui disais dans mon rêve, écoute mon coco, stop, moins de pression. Ce qui m'est apparu et qui ne vous aura sans doute pas échappé, c'est que, à l'évidence, on n'est pas là face à une problématique affective entre un père distant, mal aimant et sa fille, mais face à une mémoire d'inceste qui ne se nomme pas. C'est donc beaucoup plus profond qu'une blessure affective ou émotionnelle. C'est une mémoire karmique, sexuelle, liée à l'inceste,
avec une confusion totale entre aimer et désirer sexuellement. Et on a beaucoup parlé de cette histoire de désir. Le problème n'est donc pas tant le non-désir de ton père pour toi en tant qu'enfant, mais plutôt le désir caché de ton père pour toi, que tu perçois inconsciemment. Et vois d'ailleurs que c'est souvent le mot désir qui revient au fil de l'histoire et non le mot amour. Nous n'avons jamais parlé d'amour. De désamour, oui, mais pas de l'amour ou du désamour d'un père pour sa fille. Il est toujours question de désir et de non-désir. Ce n'est pas mon père ne m'aime pas, mais mon père ne me désire pas. Et naturellement, cette mémoire d'inceste va s'inscrire et poser un interdit et une distorsion au niveau de la sexualité. Et dans les épisodes précédents, on a aussi parlé de ce sentiment de dégoût et de la souillure de l'enfant. Eh bien, tout ça a pris un sens complètement nouveau depuis cette nouvelle perspective. Et d'ailleurs, lorsque tu parlais des compagnes de ton père, lorsque tu disais que finalement il ne t'a jamais choisi toi et préféré ses compagnes, ce n'est pas là le positionnement ou le comportement d'une petite fille par rapport à son père, mais d'une maîtresse et d'une rivale. Ce qui explique au passage cette relation douloureuse avec ta belle-mère et du danger que tu représentais pour elle. Souviens-toi, je t'avais demandé, est-ce que tu as perçu que tu représentais un danger pour ta belle-mère? Mais en quoi une petite fille de 9 ans ou 11 ans peut représenter un danger pour sa belle-mère? C'est sur un plan complètement différent. Alors, concernant ton père, il est évident qu'il porte également cette mémoire d'inceste en lui. Donc, ce qu'il se passe, c'est qu'il va rencontrer une femme, ta mère, qui est censée ne pas avoir d'enfant à cause de cette maladie que tu as évoquée. Et c'est très bien comme ça. Sauf qu'elle va tomber enceinte de toi. Et ce n'est pas possible pour lui d'être père. Alors, il peut certes avoir des compagnes, mais pas d'enfant, et encore moins une fille, parce qu'il y a la peur inconsciente que cette mémoire d'inceste se réactive. Alors oui, il ne désire pas d'enfant, mais depuis cette perspective sexuelle, il a surtout peur d'éprouver du désir pour toi. Il ne peut pas et ne doit pas te désirer à cause de cette empreinte. De la même manière, il ne peut pas et ne veut pas te voir tel que tu es. Souviens-toi, tu avais dit, il ne me voit pas tel que je suis, il ne me connaît pas. Et bien sûr qu'il ne peut pas te voir tel que tu es. S'il te voit tel que tu es, il réactive en lui cette mémoire d'inceste. Par ailleurs, il a choisi un métier parfait pour ça, photographe. C'est un métier qui lui permet de créer des images, mais qui sont en réalité comme des écrans de fumée qu'il crée pour se maintenir à bonne distance de lui-même, mais aussi de toi, pour que cette mémoire ne se réveille jamais. Donc, je le répète, la problématique n'était pas une problématique affective, mais énergétique et sexuelle. C'est une mémoire d'inceste qui ne se nomme pas, qui n'est pas conscientisée, mais qui émerge dans cette étape sous la forme d'une empreinte archaïque. Maintenant, on va faire entrer un autre personnage dans l'histoire qui est Stéphane, l'homme avec lequel tu partages ta vie. Je précise quand même que j'ai une conversation avec Stéphane et que je lui ai demandé son autorisation. Pourquoi c'était important qu'il apparaisse? Parce que si on se concentre uniquement sur l'histoire de Léa, on va aborder cette problématique du point de vue du principe féminin. Stéphane, lui, représente le principe masculin et il porte aussi cette mémoire en lui. Il se trouve qu'avec Stéphane, on s'était parlé il y a quelques jours et il m'avait parlé d'une problématique liée à la sphère sexuelle et qui concerne une impuissance dont il souffre depuis longtemps. Mais il se trouve également que Stéphane a prononcé le mot inceste par rapport à son histoire familiale en disant qu'il y avait des soupçons entre son père, ses sœurs, mais ça n'était pas avéré, un doute planait. Et il était passé très très rapidement sur cette histoire. Alors, dans toutes les informations que j'ai reçues, il est clair aujourd'hui que l'enfant qu'il a été a parfaitement senti et perçu l'inceste, qui est réel. Il ne s'agit pas d'un inceste qui ne se nomme pas, mais d'un inceste qui ne se dit pas, c'est-à-dire qui ne veut pas être reconnu par le clan familial. Dans ton cas, Léa, c'est une mémoire et non pas un inceste réel. Et dans le cas de Stéphane, il y a un inceste réel, mais qui est mis sous le boisseau.
Donc, dans le cas de Stéphane, il va y avoir une double impuissance qui va s'inscrire en lui. D'une part, l'enfant que je suis est impuissant à régler ce problème et à soulager la souffrance engendrée par la situation, d'où une grande culpabilité et une grande tristesse. Et deuxièmement, à ce moment-là, le petit garçon qui est en plein développement, et notamment sexuel, va associer inconsciemment la sexualité à l'interdit de l'inceste, le plaisir à la souffrance, avec toujours en toile de fond une grande culpabilité et surtout la peur de blesser l'autre, en l'occurrence la femme. Et ça, c'est juste insupportable pour lui. Donc, on voit bien que les deux problématiques, Léa et Stéphane, se rejoignent et se télescopent. Vous pouvez tous les deux ressentir du désir, mais de toute façon, c'est une impasse, car vous-même, vous n'avez pas accès à cette énergie. Et derrière ça, il y a la croyance que je n'ai pas le droit de recevoir cette énergie et je n'ai pas le droit de la donner. Donc, le verrou, le nœud gordien, il était là, inscrit en chacun de vous, avec l'impossibilité de recevoir l'un de l'autre et plus encore, d'entrer en contact avec cette énergie en vous qui est complètement verrouillée et contrariée. Alors, on parle d'inceste et de sexualité, mais au-delà de cette énergie sexuelle contrariée, c'est une énergie de vie puissante, c'est une énergie de création, de manifestation, qui, si elle n'est pas accessible, crée inévitablement un manque de fluidité dans la vie matérielle, du manque, de la frustration et surtout un non-accès à l'abondance. On est au-delà de la sphère sexuelle. Alors, cette énergie sexuelle, naturellement, elle nécessite d'être transmutée et épurée, mais encore faut-il y avoir accès. Donc là, on était face à une impasse, c'est-à-dire que toi, Léa, tu ne pouvais rien faire pour Stéphane et Stéphane ne pouvait rien faire pour toi. En revanche, une chose était sûre, c'est que chacun de vous pouvait faire quelque chose pour lui-même. Et on revient au fait que ça n'est jamais une histoire entre, là en l'occurrence, Léa et Stéphane, mais entre Léa et entre Stéphane et Stéphane. Une fois que tout ça a été dit et que les morceaux du puzzle se sont agencés, comment on sort de l'impasse ? Eh bien, l'information que j'ai reçue à ce moment-là, c'est par une porte, la porte du sacré, c'est-à-dire le sacrum. Et c'est comme ça que le baume sacrum a été identifié. Mais avant de parler de ton expérience avec ce baume, j'ai besoin d'aller un petit peu plus loin dans cette approche du sacrum en tant que porte du sacré. Si on considère le sacrum comme la porte du sacré, ça signifie qu'elle donne accès à un espace qui est en lui-même sacré. Et le sacré, au-delà de toute considération spirituelle ou religieuse, c'est ce qui ne doit jamais être touché. Sinon, c'est une violation du sacré. Alors, le sacré, à travers le sacrum, c'est pour moi la partie la plus intime de l'être, bien plus que les organes sexuels. Et quand je parle d'intimité, c'est dans le sens de cette partie la plus intérieure, la plus en dedans, la plus sensible de votre être. D'ailleurs, il est caché en bas de la colonne vertébrale. Donc le sacrum, cette porte du sacré, c'est aussi le lieu du secret de l'intimité, de ce qu'il y a de plus intime en vous, mais c'est aussi le secret de l'alcôve. C'est un espace naturellement qui est étroitement lié à la sexualité et notamment au deuxième chakra. Mais vous pouvez l'imaginer et vous le représenter comme un espace clos, c'est-à-dire une grotte ou une cavité fermée par une porte lourde, sans âge, la porte du sacré, littéralement, mais avec une très très grande lumière derrière cette porte. Sauf que si cet espace a été bafoué, on va fermer et verrouiller cette porte. Donc, sur le plan de l'image, on serre les fesses. Il y a une contraction là, on ferme et on verrouille cette porte. Pour deux choses, ne jamais recontacter cette blessure de souillure dont on a déjà parlé, mais aussi et surtout pour s'assurer que l'espace est désormais bien gardé et bien protégé. Sauf que, ce faisant, on se coupe de cet espace en nous et on ne se donne pas accès à une énergie de vie fondamentale qui dépasse la sphère sexuelle. Parce que cette énergie, qui a si souvent été détournée à des buts de pouvoir, c'est une énergie de vie. Elle donne la vie.
J'irais même jusqu'à dire que, d'une certaine manière, vous êtes né d'abord du sacrum avant de naître de l'utérus de votre mère. Alors, je vais faire un petit parallèle maintenant sur cette image du souverain dans la demeure dont je vous serine au fil des étapes, mais là, il prend tout son sens. Le souverain, dans sa demeure, il siège sur son trône. Il ne siège pas sur le cœur vibral, il siège sur son séant, sur son sacrum. Alors, si le sacrum est le siège du sacré, et là, je vais faire plein de petits jeux de mots pour vous émulsionner le cerveau, mais si le sacrum est le siège du sacré, la tête est celui du sacrement, c'est-à-dire le lieu où on pose la couronne du souverain, la couronne qui consacre le souverain. Donc, la tête, c'est le lieu de l'intelligence et de la connexion avec les forces subtiles. Le sacrum, c'est le siège de la puissance et de l'intelligence dans la matière. Ça veut dire que le souverain, avec sa couronne, c'est très bien, mais sans son assise sacrale, il est totalement coupé de l'énergie sexuelle, qui est une énergie de vie, de création et de puissance. Il est donc sans aucune puissance sur le plan terrestre, sans aucune puissance de manifestation dans la matière. Voilà, je vous ai un peu brossé le tableau, et là, Léa, est-ce que tu peux déjà parler de ce qui s'est passé quand tu as reçu ces informations? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps à travers l'écoute du baume sacrum? Magistral, c'est effectivement le mot. Magistral est vraiment le mot qui me vient pour tout ce qui s'est connecté. Et je dois dire que le dimanche en question où on te parlait, donc il était à peu près 8 heures du matin pour nous, Stéphane et moi étions sur notre canapé, on avait mis le téléphone sur haut-parleur. Je t'entendais parler et j'avais ces moments d'épiphanie, comme à la résolution d'un film à suspense où tous les éléments de l'enquête s'emboîtent et où on met le doigt sur la résolution de l'énigme. Tout se rembobinait dans ma tête, tous ces moments où j'ai eu des sensations, où j'ai eu des pensées, où j'ai eu des doutes par rapport à quelque chose qui avait attrait à l'inceste sans jamais pouvoir comprendre puisque ça s'est pas passé dans les faits dans cette vie-ci. C'était absolument fou et je me sentais fébrile et j'étais vraiment dans une joie intérieure de dire ça y est, on a mis le doigt dessus. On arrête de tourner autour du pot, ça fait des années. Là, on y est vraiment. C'était extrêmement puissant et j'étais littéralement scotchée à ce que tu nous disais. T'as prononcé quelque chose qui m'est resté depuis sur cet interdit et l'interdit est déverrouillé. Et ces mots ont été vraiment magiques dans le sens où ils sont restés en moi, ils ont résonné et ils ont continué à activer ce déverrouillage. Donc c'était un moment très très fort, je pense que pour Stéphane aussi, mais je peux parler pour moi en tout cas parce que comme tu dis, on le vit ensemble mais on le vit aussi pour soi-même chacun et en parallèle, donc c'est deux histoires qui se rencontrent et qui se télescopent, mais vraiment moi j'étais à la fois scotchée et à la fois dans une genre de frénésie joyeuse intérieure. Il y avait aussi beaucoup d'émotions, je me souviens. C'était très très émouvant et tu vois là tu as renommé l'histoire et j'ai eu de l'émotion qui est remontée quand on analyse et qu'on comprend, qu'on traduit les appels de phare de mon inconscient, ça m'a touchée parce que il y avait une grande souffrance qui est attachée à ça et le fait de le dire c'est une libération mais incommensurable, vraiment. Et ce qui est très intéressant, alors juste pour situer un genre de marqueur temporel, on s'est parlé un dimanche. Il faut savoir que le jeudi précédent, j'avais eu un premier lancement et le jeudi suivant, j'avais un second lancement qui était prévu pour mon cours. Et c'est important de le dire parce qu'on va voir ce qui s'est passé entre-temps. Avant ça, on a raccroché de cet appel avec toi et je me suis précipitée sur le site de Tenso pour me procurer le baume sacrum et j'ai tout de suite commencé l'écoute. J'étais littéralement en feu. Mon sacrum était en feu, mais ça chauffait à la limite de l'inconfort. Et j'ai senti quasiment immédiatement, ou en tout cas dans les heures qui ont suivi, mon énergie sexuelle se réveiller, vraiment comme une force endormie, un volcan qui se réveillait après un long sommeil. Peu de temps après, ça continue à travailler, j'ai eu des sensations qui étaient... La chose à laquelle je peux comparer ces sensations, c'est vraiment mon accouchement. J'avais des contractions
qui me prenait dans les lombaires, dans le bas du dos, dans mon utérus. Et il y avait quelque chose qui voulait s'expulser. Et c'était vraiment comme un travail de femme enceinte qui est prêt à faire sortir l'enfant. C'était vraiment ça, c'était extrêmement fort, presque douloureux. Mais je suis rentrée dans ce processus vraiment avec la joie de se dire, ça y est, on libère, quoi. C'est la délivrance. Voilà, c'est vraiment ça. Et ce qui s'est passé de très intéressant, c'est que j'ai eu donc un premier lancement qui était le jeudi précédent notre appel. J'ai préparé, en fait, si on veut, une masterclass. J'invitais les gens à s'inscrire. Et puis, suite à cette masterclass, j'offrais la possibilité de rejoindre mon cours. À ce premier petit lancement, il y a eu 12 inscrits et il s'est absolument rien passé. Aucune personne, en fait, ne s'est jointe à mon cours. J'étais épuisée. J'avais passé des heures et des heures à préparer ce lancement. Mes proches étaient inquiets pour moi parce qu'ils me sentaient déçue. Moi, j'étais pas forcément déçue, mais j'étais juste devant le constat que c'était un peu retombé à plat, quoi. J'ai eu un deuxième élan, quasiment instantanément, l'élan de me dire je me donne à fond et la prise 2 va être meilleure. Et au deuxième lancement, qui était une collaboration avec mon ami Arnaud, il y a eu 498 inscrits à la masterclass. Le ratio est pas mal. Et 60 personnes se sont jointes à mon cours. Et là, tu en étais au combienième jour d'écoute du Baume Sacrum, Léa? Alors attends, laisse-moi compter, au 5e jour. Voilà. Est-ce que tu observes là qu'on suit encore le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'il y a un premier temps où le processus s'inscrit et se développe, donc c'est une reprogrammation interne, et qu'ensuite, les derniers jours de la cure, ça s'inscrit sur le plan de la matière? Oui, c'est vraiment étonnant. Enfin, le mode opératoire est toujours le même, il est très précis. Il y a toujours ces deux phases-là. Et je veux dire, là, c'est juste bluffant. Enfin, on peut dire que oui, bon, il y a les efforts qui ont été mis, il y a le contexte, il y a la collaboration avec mon ami, tout ça. Mais enfin, les chiffres sont juste hallucinants pour moi, quoi. C'est ça quand on réouvre la porte du sacré et qu'on s'autorise à habiter cet espace sur lequel il y a tellement de distorsions, d'interdits et de souffrances par rapport à cette énergie sexuelle. Mais si on enlève le mot sexuel, c'est d'abord une énergie de vie, de création. Je croise tellement de personnes qui vivent le manque, qui vivent la frustration, qui vivent un vide intérieur. Ça, c'est pas normal. Il y a rien de normal là-dedans. Mais donc, on parle de cette résolution-là aujourd'hui, mais on est quand même à la 8e étape du voyage. Encore une fois, c'est pas une pilule qu'on ingère et 2 jours après, c'est terminé. C'est un processus qui demande des phases préparatoires. Tu as commencé avec le baume ventre. Jamais je t'aurais dit à l'issue de cette cure, direct le baume sacrum. C'est pas possible. C'est-à-dire que toutes les étapes ont été absolument utiles pour aborder la suivante et contacter chaque fois des espaces de plus en plus profonds et aussi des choses de plus en plus inconscientes. Et là, on touchait au nœud gordien. Mais on n'aurait jamais pu y aller d'une traite en 15 jours. Ça, c'est pas vrai. Donc, dans ce processus, il faut vraiment accepter qu'il y ait un temps qui correspond à une intelligence sous-jacente. C'est intelligent. Donc, si ça se produit maintenant, c'est parce que ça ne pouvait pas se produire dans l'étape 3 ou dans l'étape 5. C'est maintenant que ça peut se produire. La beauté de la chose, c'est que c'est une étape importante du voyage, mais c'est toujours pas la fin. Ce qui est intéressant, c'est voilà, là, on touche une mémoire archaïque. On sent que la souveraine a réintégré sa demeure. Là, quand on en parle, c'est ancré, c'est incarné. Tu le vis dans ta chair, ça, cette souveraineté du maître dans la demeure, qui enfin prend non seulement possession de son territoire, mais est en pleine possession de ses moyens. Tu vois ? Oui, absolument. Ça commence d'abord en vous, et ensuite ça s'expanse dans votre réalité matérielle. Et votre réalité s'ajuste parce que vous vous êtes ajusté, parce que votre vibration a été modifiée, parce que l'harmonie s'installe de plus en plus, parce que vous vous accordez progressivement sur une note majeure qui est votre essence fondamentale. Ça se paramètre sur ce point de référence. Il n'y en a pas d'autre. Donc, elle était là, la promesse initiale de ce voyage. C'était que tu deviennes de plus en plus proche de toi, de plus en plus intime
avec toi. Et il y a une image que je vais vous transmettre parce qu'elle me touche beaucoup et qu'elle est une très belle métaphore de ce voyage. Vous avez tous connaissance, peut-être l'avez-vous lu, de cette merveilleuse histoire du voyage au centre de la Terre de Jules Verne. Que dit ce voyage ? Il dit « Quittez le monde de la surface, rentrez à l'intérieur, traversez l'écorce, les couches les plus denses de votre être. Et puis à un moment donné, dans cette traversée qui vous ramène vers le noyau central, eh bien, votre énergie devient de plus en plus subtile. Donc, quel que soit le point sur lequel vous vous trouvez à la surface de la Terre, quittez le monde de la surface, entrez en vous, traversez l'écorce de l'ego, en fait, c'est ce qu'on a fait jusqu'ici, avec un seul objectif et une seule destination, c'est rejoindre le noyau central. Est-ce que tu vois, là, Léa, que tu te rapproches de ton noyau central ? Oui, absolument. Alors, il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est la suite. Oui. Il me semble que ton père était encore un petit peu présent dans tes rêves. Oui, il apparaît dans mes rêves, mais pas comme un protagoniste principal, mais il est là. C'est en cours, Léa. Ma suggestion est la suivante. Le prochain baume sera le baume numéro 12, dédié au sang. Le sang est le support qui assure la continuité de la mémoire, non seulement de la mémoire de l'âme, mais aussi de la mémoire transgénérationnelle, lignée paternelle et maternelle, Oui. transmise par les liens de sang. Est-ce que ça te parle ? C'est une évidence. Eh bien, j'espère que cette étape va résonner chez beaucoup d'entre vous. D'après le calendrier, c'est un épisode qui sera publié avant le jour d'hiver et les fêtes de fin d'année. Donc, parler de cette énergie de vie très en lien avec la sexualité, mais pas que. Appelons-la énergie de vie, énergie de création, énergie de manifestation. Voyez que vous pouvez libérer, et j'espère que ce sera votre cas en écoutant ce podcast, que vous puissiez déverrouiller cette porte du sacré et vous autoriser à accéder à l'espace le plus intime de votre être pour savourer et goûter de nouveau l'énergie de vie qui vous habite et vous en servir, surtout, parce que c'est pas une énergie qui est censée dormir, tel le serpent lové en bas de votre colonne vertébrale. Bien, Léa, si tu devais décrire cette 8e étape en un mot ou en une phrase, qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Résolution. Parfait. Merci infiniment, Léa, pour ce partage. Je te souhaite une très belle intégration et je te dis à bientôt pour faire le point sur la suite de ton voyage. Merci infiniment, Erin, et à très bientôt. Si vous aussi, vous avez envie de vous lancer dans cette aventure intérieure, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores ainsi que toutes les ressources mises à votre disposition. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé. Je me ferai une immense joie de vous guider. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour la prochaine étape du voyage de Léa. Et rappelez-vous, le plus beau voyage est celui qui vous ramène à vous, dans votre centre, au plus près de votre essence fondamentale. À très bientôt.